Bonjour à tous et merci de visionner cette présentation. Je suis Yannick Latera, infirmier en réanimation sur Marseille, et nous allons aborder dans ce topo la transfusion en réanimation. La transfusion est un acte fréquent en réanimation et elle correspond à l'injection par voie intraveineuse de produits sanguins labiles. Elle ne concerne donc pas que les concentrés de globules rouges, les CGR, mais aussi les concentrés unitaires de plaquettes, les CUP, ou du plasma précongelé, PFC. Cette pratique est très encadrée par de nombreux textes de loi et fait partie des actes traités de façon très approfondie au cours de la formation initiale infirmière. Quand et quel PSL transfuser? Alors pour les CGR en réanimation, on retrouve principalement comme indication l'hémorragie, le choc hémorragique, mais aussi l'anémie hors hémorragie. Dans ce second cas, la SFAR et la SRLF ont élaboré des recommandations définissant des seuils transfusionnels. Alors, le seuil transfusionnel est une valeur de la concentration d'hémoglobine en dessous de laquelle il n'est recommandé de ne pas descendre. Comme vous pouvez le visualiser sur ce schéma, il existe différents seuils transfusionnels en fonction du problème de santé rencontré par le patient. Dans certaines circonstances, il est également possible de recourir à d'autres stratégies thérapeutiques que la transfusion, comme par exemple l'injection d'érythropoïétine ou EPO. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les recommandations de la SFAR et SRLF sur la gestion et prévention de l'anémie hors hémorragie aiguë chez le patient adulte de soins critiques, disponible dans l'onglet référentiel sur le site de la SFAR. Il est à noter que la transfusion de CGR est assez fréquente en réanimation, car plusieurs situations peuvent conduire à des anémies, comme des pertes de globules rouges chez les patients hospitalisés suite à un polytraumatisme, à la suite de chirurgie, de pose de différents cathéters ou drains, ou encore à cause de circulation extracorporelle comme l'ECMO, très rencontré en période Covid, qui provoque souvent une hémolyse et des saignements au point de ponction des canules. On trouve aussi une érythropoïèse inadéquate suite à une carence en fer par exemple. Il est également possible de transfuser des CUP, par exemple lors de thrombopénie suite à une hémorragie importante, une thrombopathie ou pour respecter certains seuils de plaquettes. On peut aussi retrouver des transfusions de PFC, notamment en cas de CIVD, d'hémorragie ou de déficit en facteur de la coagulation. Alors, comment transfuser? Quelques rappels. Donc avant de transfuser un patient, s'il est conscient, le médecin doit l'informer de la transfusion. Ensuite, il est nécessaire de réaliser un bilan sanguin pour déterminer le groupage et les RAI du patient. Pour déterminer le groupage d'un patient, il faut réaliser 2 prélèvements différents à 2 moments différents et idéalement par 2 préleveurs différents. Pour les RAI, la durée de validité est de 72 heures, mais elle peut être modifiée par dérogation pour passer à 21 jours pour les bébés RAI négatifs ayant une mère RAI négative, ou pour les patients RAI négatifs n'ayant pas eu de transfusion ni de grossesse depuis 6 mois. Elle peut également être réduite à 24 heures en cas de transfusion itérative, mais aussi à 7 jours pour les femmes enceintes hospitalisées dans les services de grossesse à risque. L'étiquetage des tubes s'effectue au lit du patient, en sa présence, et immédiatement après le prélèvement et après s'être assuré de son identité. Concernant les ordonnances de prescription, elles doivent être remplies par le médecin et il y en a 2 sortes, les prescriptions d'examens immunohématologiques pour le groupage et les RAI, et les prescriptions de produits sanguins labiles. Il est important de réaliser une ordonnance pour chaque type de PSL. De même, il est capital de préciser si l'on souhaite des poches en réserve ou du ferme, ainsi que de déterminer le degré d'urgence. Urgence vitale immédiate, urgence vitale, urgence relative ou non urgent, ce qui peut faire varier le délai d'acheminement des poches. Même si ces prescriptions sont à remplir par des médecins, il ne faut pas hésiter en tant qu'infirmier à vérifier que tous les champs de la prescription soient bien remplis, car toute demande incomplète sera refusée. Lors de la phase de transfusion, l'infirmier doit réaliser un contrôle à réception de la commande de PSL, et notamment du bon de transport, la destination, l'identité du patient, la qualité, quantité, date et heure de la délivrance. Il est à noter que la transfusion doit être réalisée dans les 6 heures à partir de l'heure notée sur le bon de transport. L'infirmier doit procéder également à la vérification du colis, son intégrité, son aspect. Il doit vérifier la concordance PSL-ordonnance. Il doit remplir la fiche de délivrance. Évidemment, en cas de problème, il est nécessaire d'appeler l'EFS. Il est également indispensable de vérifier l'identité du patient avant la transfusion, en lui demandant d'épeler son nom, prénom, date de naissance s'il est conscient, ou en vérifiant son bracelet d'identification s'il est inconscient. On dit souvent qu'au cours de l'acte transfusionnel, il y a unité de temps. Les contrôles d'identité de patient et PSL se font au même moment. Une unité de lieu, c'est-à-dire tous les contrôles sont réalisés au lit du patient,
et une unité d'action, c'est-à-dire que tous les contrôles sont réalisés par la même personne. Dans cette diapositive, les règles de compatibilité sont rappelées. Par exemple, les patients de groupe O sont donneurs universels de CGR et receveurs universels de PFC. Lors de l'acte transfusionnel, il est nécessaire de réaliser systématiquement un contrôle ultime de compatibilité à l'aide de la carte pré-transfusionnelle pour les CGR. Cette étape doit être réalisée même en situation d'extrême urgence. Pour interpréter ces cartes, il suffit de procéder en 3 étapes. Commencer par la ligne receveur, en identifiant les antigènes à l'aide des zones d'agglutination, puis déduire les anticorps dans le sérum patient. Puis, identifier les antigènes présents dans la poche, et enfin, se demander si le patient dispose des anticorps dirigés contre les antigènes de la poche. Sinon, je transfuse, si oui, je ne transfuse pas. Par exemple, pour la carte transfusionnelle de cette diapositive où la transfusion est possible, le sang du patient agglutine en A et en B. Il possède donc les antigènes A et B. Il est donc de groupe AB. Il ne dispose donc d'aucun anticorps anti-A ni anti-B. Dans la poche, il y a agglutination en A. Il y a donc des antigènes A. Les globules rouges de la poche sont donc de groupe A. Le patient disposant d'aucun anticorps anti-A ni anti-B, donc aucun contre l'antigène A, il peut donc être transfusé avec cette poche. L'idéal est de transfuser sur une VVP d'au moins 16 gauges ou sur un désilé de remplissage en cas d'urgence. Les VVC disposent de voies de faible calibre. Transfuser sur une VVC prend souvent beaucoup trop de temps et la voie peut facilement se boucher, c'est donc à éviter. Si vous recevez simultanément 3 types de PSL à transfuser, il faut commencer par le PFC, car les facteurs de la coagulation qu'il comporte se dégradent très vite, puis avec les plaquettes, car il y a rapidement une agrégation plaquettaire sans agitation, puis on termine avec les CGR. La durée de transfusion dépend de la prescription médicale, mais hors urgence, globalement, un PFC se transfuse en 5-10 minutes, un cup en 15-30 minutes et un CGR en 45 minutes, 1h30. Plusieurs surveillances infirmières sont à réaliser au cours de la transfusion. Il faut rester les 15 premières minutes aux côtés du patient, car c'est souvent au cours de cette période initiale que la plupart des problèmes surviennent, puis surveiller les constantes. Après transfusion, les cartes pré-transfusionnelles et les poches vides se gardent 2 heures, et une fiche de délivrance est à retourner à l'EFS, l'autre est à garder au dossier transfusionnel du patient. En cas d'incident transfusionnel, arrêtez la transfusion, gardez la voie veineuse, notez les constantes, appelez le médecin, déclarez l'incident à l'EFS dans les 8 heures et tracez l'incident dans le dossier de soins infirmiers. Plusieurs incidents transfusionnels existent et sont classés en 5 grades par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Avant même le premier grade, on retrouve des dysfonctionnements pré-transfusionnels induisant un retard à la transfusion, par exemple une étiquette d'identification patient non collée, un champ mal rempli. Puis on a le grade 0, sans signe clinique ou biologique, c'est par exemple la transfusion inappropriée d'un PSL. Le grade 1, c'est un effet indésirable non sévère, comme une hyperthermie, une urticaire, la nausée. Le grade 2 correspond à des effets indésirables sévères, comme une transmission virale du VIH. Le grade 3 est une menace vitale immédiate, comme un choc hémolytique ou septique. Et le grade 4 est le décès du patient au cours de la transfusion. Il existe d'autres effets secondaires comme les tralies, qui sont des œdèmes pulmonaires lésionnels post-transfusionnels. Chez le patient polytransfusé, par exemple en état de choc hémorragique sévère, il y a idéalement un infirmier dédié à la transfusion, qui s'occupe des injections de PSL, documents administratifs, des contacts téléphoniques avec l'EFS. Les CGR et PFC sont administrés par un accélérateur et réchauffeur de perfusion, tel que celui sur la diapositive, qui permet d'administrer rapidement ces PSL en les mettant sous pression et en les réchauffant. Alors pourquoi les réchauffer? Il faut savoir que les PSL sont froids, le plasma sort même du congélateur, et cela peut provoquer une hypothermie chez le patient. Et l'hypothermie aggrave le saignement, tout comme l'acidose et la coagulopathie lors du choc hémorragique. Ces 3 éléments font partie de ce qu'on appelle communément la triade létale. Pour autant, il n'est pas recommandé d'utiliser l'accélérateur et réchauffeur de perfusion avec les cups, car la mise sous pression peut altérer les plaquettes. De même, il ne faut pas exercer une pression supérieure à 300 mm de mercure sur les CGR, car ça peut provoquer une hémolyse. Dans le cas de patients polytraumatisés qui arrivent en urgence et dont on ne connaît pas l'identité, et notamment s'ils sont plusieurs simultanément, il est nécessaire de créer une identité provisoire pour chacun, souvent en suivant une procédure intra-hospitalière bien définie, et veiller à éviter tout problème relatif à l'identité du patient lors de l'administration des PSL.
Pour réaliser le test pré-transfusionnel, il est parfois difficile d'obtenir une goutte de sang au bout du doigt d'un patient en choc hémorragique sévère sous noradrénaline. Vous pouvez alors retirer 5 ml de sang dans une seringue sur le cathéter artériel et conserver ce sang pour faire les tests. Également, il est nécessaire d'avoir sous la main du gluconate de calcium en cas de polytransfusion, car les PSL contiennent du citrate pour éviter la coagulation des poches, mais ce citrate provoque une hypocalcémie qui peut être à l'origine d'une hypotension voire d'un arrêt cardiaque. Dans certaines situations, le FS peut vous délivrer du plio à la place des PFC. Le plio est du plasma déshydraté. Il suffit de réintroduire l'OPPI dans le flacon de plasma déshydraté pour reconstituer le mélange. L'avantage est que ce plasma est rendu disponible immédiatement, alors que les PFC peuvent prendre un peu de temps pour leur décongélation. Enfin, on peut vous demander aussi d'administrer dans ces situations plusieurs traitements anti-hémorragiques. Parfois, chez un patient polytransfusé, vous pouvez avoir ce type de carte pré-transfusionnelle où on retrouve une agglutination et une sédimentation sur une même zone. Pas de panique, c'est souvent un patient qui a été transfusé au préalable avec des CGR de groupe O. Par exemple, ici, on a un patient de groupe A qui a été transfusé au préalable avec des CGR de groupe O. En cas de doute, demandez l'avis d'un médecin. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez retrouver d'autres formations en ligne sur le site de l'ASFAR dans l'onglet FASTREA.